Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose d'aller plus loin dans l'ouvrage de Klaus Schwab et Thierry Malray, donc Covid-19, The Great Reset, Covid-19, le Grand Reset, et je vais vous lire les extraits qui me semblent le plus pertinent, le plus intéressant. Pour l'instant, j'ai lu jusqu'à la page 100, et ce qui est toujours intéressant quand on va à la source même des choses et qu'effectivement on se contente pas de citations un peu choc qu'on trouve sur internet, eh bien les choses sont parfois plus nuancées, en tout cas plus intéressantes que ce qu'on peut penser de prime abord. Et à la lecture de cet ouvrage, je me rends compte qu'il y a a priori plus de nuances que ce que laissent penser les citations un petit peu choc, souvent extraites d'ailleurs de leur contexte, là du coup, de Klaus Schwab, etc. Naturellement, c'est vrai qu'il avait tendance à être présenté comme un oiseau de malheur, parce qu'il a fait partie du comité directeur de Bilderberg, entre autres, etc. Donc, il fait partie de la mouvance qui pousse vers une nouvelle gouvernance mondiale. Mais d'une part, à prédire le futur, entre guillemets, en fait, c'est pas prédire, puisqu'ils sont partie prenante de ce processus, mais il est plus nuancé et plus intéressant à lire que Jacques Attali, qui a souvent, par exemple, des maladresses. Attali, je pense qu'il sait beaucoup de choses, de par ses positions dans les coulisses du pouvoir depuis longtemps, mais il est très souvent maladroit, c'est-à-dire qu'il donne l'impression, quand il parle de ce qui va arriver, il donne vraiment l'impression qu'il cautionne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui lui donne cette mauvaise image. Klaus Schwab, je trouve beaucoup plus nuancé et je n'ai pas trouvé forcément ça alarmiste. Il y a aussi des choses positives. Dans tous les cas, voilà, ayant l'ouverture d'esprit, toujours d'analyser de première source les ouvrages écrits par ceux qui sont a priori nos ennemis, vous allez voir qu'il y a des choses à prendre, des choses que je trouve intéressantes et qui vont vous apporter du coup des réponses sur ce que les gens qui décident dans ce monde ont prévu pour la suite des choses. Donc ça va vous rassurer sur certains points parce que d'une part ça va vous apporter des réponses que vous n'aviez peut-être pas, ou parfois en fait on se fait une version déformée et négative de ce qui pourrait advenir. Donc vous aurez certaines réponses et puis vous verrez que on n'est pas forcément, même du tout, axé sur une vision totalitaire du monde, en tout cas pour Schwab et Malray, bien au contraire. Je commence. Des millions d'entreprises risquent de disparaître et de nombreuses industries sont confrontées à un avenir incertain. Seules quelques-unes prospéreront. Donc petite parenthèse, ça c'est une des phrases choc qu'on avait relevées de Klaus Schwab, mais dans l'ouvrage c'est plutôt présenté comme un constat, pas quelque chose qu'il souhaite quoi. Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. Pour faire court, la réponse c'est jamais. La normalité d'avant la crise est brisée et rien ne nous y ramènera, car la pandémie de coronavirus marque un point d'inflexion fondamental dans notre trajectoire mondiale. Un peu plus loin. En soi, la pandémie ne transformera peut-être pas complètement le monde, mais elle accélérera probablement bon nombre des changements déjà en cours avant qu'elle n'éclate, ce qui entraînera à son tour d'autres modifications. De plus, des mesures autoritaires pour tenter de les contenir ont toujours fait partie de l'arsenal politique. Ainsi, les confinements et fermetures imposées à une grande partie du monde pour gérer la Covid-19 n'ont rien de nouveau. Les premières formes de confinement sont apparues avec les quarantaines instituées dans le but de contenir la peste noire, qui, entre 1347 et 1351, a tué environ un tiers des Européens. Du mot quaranta, qui signifie 40 en italien, l'idée d'enfermer les gens pendant 40 jours est née sans que les autorités ne comprennent vraiment ce qu'elles voulaient contenir, mais ces mesures ont été une des premières formes de santé publique institutionnalisée ayant contribué à légitimer l'accumulation du pouvoir par l'État moderne. La propagation des maladies infectieuses a cette capacité unique d'alimenter la peur, l'anxiété et l'hystérie de masse. Ce faisant, comme nous l'avons vu, elle met également au défi notre cohésion sociale et notre capacité collective à gérer une crise. Les épidémies sont, par nature, source de division et de traumatisme. L'ennemi contre lequel nous luttons est invisible. Notre famille, nos amis et nos voisins peuvent tous devenir des sources d'infection. Ces rituels quotidiens que nous chérissons, comme retrouver un ami dans un lieu public, peuvent devenir un vecteur de transmission. Et les autorités qui tentent de nous protéger en appliquant des mesures de confinement sont souvent perçues comme des représentants de l'oppression. Contrairement à certaines épidémies passées, la Covid-19 ne constitue pas une nouvelle menace existentielle. Elle n'entraînera ni famine massive imprévue,
ni défaite militaire majeure, ni changement de régime. Aucune population entière ne sera exterminée ou déplacée en raison de la pandémie. Cela n'en fait pas pour autant une analyse rassurante. En réalité, la pandémie exacerbe considérablement les dangers préexistants auxquels nous n'avons pas réussi à faire face de manière adéquate depuis trop longtemps. Elle accélérera également les tendances inquiétantes qui se sont développées sur une longue période. Nous recherchons si souvent un ancrage mental rassurant capable de servir de référence lorsque nous sommes contraints de nous poser des questions difficiles sur ce qui va changer et dans quelle mesure. Pour ce faire, nous recherchons des précédents avec des questions telles que la pandémie est-elle comparable à la grippe espagnole de 1918, dont on estime qu'elle a tué plus de 50 millions de personnes dans le monde en 3 vagues successives? Pourrait-elle ressembler à la Grande Dépression qui a commencé en 1929? Y a-t-il une quelconque ressemblance avec le choc psychologique infligé par le 11 septembre? Y a-t-il des similitudes avec ce qui s'est passé avec le SRAS en 2003 et la grippe H1N1 en 2009, même à une échelle différente? Serait-ce comparable à la grande crise financière de 2008, mais en bien pire? La réponse correcte, bien que fâcheuse, à toutes ces questions est non. Aucun de ces événements ne correspond à la portée et au schéma de la souffrance humaine et de la destruction économique causée par la pandémie actuelle. Cela étant dit, la Seconde Guerre mondiale pourrait tout de même être l'un des points d'ancrage mentaux les plus pertinents dans l'effort d'analyse de ce qui va suivre. La Seconde Guerre mondiale a représenté la quintessence de la guerre de transformation, déclenchant non seulement des changements fondamentaux dans l'ordre mondial et l'économie mondiale, mais entraînant également des changements radicaux dans les attitudes et les croyances sociales qui ont finalement ouvert la voie à des politiques et des dispositions de contrat social radicalement nouvelles, comme l'entrée des femmes sur le marché du travail avant qu'elles n'obtiennent le droit de vote. Il existe évidemment des différences fondamentales entre une pandémie et une guerre, que nous examinerons plus en détail dans les pages suivantes, mais l'ampleur de leur pouvoir de transformation est comparable. Alors, petite parenthèse, ce paragraphe, il nous montre bien, si vous connaissez un petit peu Alice Bailey, que je vous ai déjà lu, qui est une occultiste qui était, de près ou de loin soutenue par les Nations Unies dans son discours. Vous savez, ce genre d'initié qui dirige un petit peu l'humanité. Et au-delà de tout jugement, enfin de colère quelconque qui peut advenir en nous, ça fait partie de leur vision des choses, c'est-à-dire beaucoup de choses sont permises pour faire avancer leur agenda. Alors la grande question qui est à se poser est, est-ce que ces élites secrètes créent ce genre d'événements comme la Seconde Guerre mondiale pour faire avancer un agenda assez impitoyable qui est l'avancement de l'humanité entre guillemets mais à marche forcée, ou bien est-ce qu'ils se contentent de profiter des événements qui sont déjà là sans les avoir créés pour transformer la société. Je cite Klaus Schwab, leur pouvoir de transformation est comparable, donc entre la Seconde Guerre mondiale et l'actuelle pandémie de Covid. Donc voilà, c'était un paragraphe intéressant pour vous montrer leur vision du monde. Cependant, nous devons nous méfier des analogies superficielles. Même dans le pire des scénarios, la Covid-19 tuera beaucoup moins de personnes que les grandes pestes, y compris les pestes noires, ou que la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas étonnant que nous nous sentions tous un peu désorientés, un sentiment bien compréhensible lorsqu'un choc extrême s'abat, apportant avec lui l'inquiétante certitude que ses répercussions seront à la fois inattendues et inhabituelles. Au minimum, comme nous le dirons, la pandémie accélérera les changements systémiques déjà apparents avant la crise. Le retrait partiel de la mondialisation, la séparation croissante entre les États-Unis et la Chine, l'accélération de l'automatisation, les préoccupations relatives à la surveillance accrue, l'attrait croissant des politiques en matière de bien-être, la montée du nationalisme et la crainte de l'immigration qui en découle, la montée de la puissance technologique, la nécessité pour les entreprises d'avoir une présence en ligne encore plus forte, parmi beaucoup d'autres. Mais elle peut aller au-delà d'une simple accélération en modifiant des choses qui semblaient auparavant immuables. Elle pourrait ainsi provoquer des changements qui auraient semblé inconcevables avant que la pandémie ne frappe, tels que de nouvelles formes de politique monétaire comme l'hélicoptère-monnaie, déjà acquis, le réétalonnage de certaines de nos priorités sociales et une recherche accrue du bien commun comme objectif politique, la notion d'équité acquérant un pouvoir politique, des mesures radicales en matière de bien-être et de fiscalité, et des réalignements géopolitiques drastiques.
un petit peu plus loin. L'idée principale est la suivante. Les possibilités de changement et le nouvel ordre qui en résulte sont désormais illimités et n'ont d'autre frein que notre imagination, pour le meilleur ou pour le pire. Les sociétés pourraient être sur le point de devenir plus égalitaires ou plus autoritaires, ou orientées vers plus de solidarité ou plus d'individualisme, favorisant les intérêts de quelques-uns ou du plus grand nombre. Les économies, lorsqu'elles se rétabliront, pourraient prendre le chemin d'une plus grande inclusion et d'une meilleure adéquation à nos biens communs mondiaux, ou bien elles pourraient recommencer à fonctionner comme avant. Vous l'avez compris, nous devrions profiter de cette occasion sans précédent pour réimaginer notre monde afin de le rendre meilleur et plus résilient lorsqu'il réapparaîtra de l'autre côté de cette crise. Alors là, c'est un paragraphe très intéressant qui rejoint totalement ce que je vous avais dit d'instinct, enfin avec mon instinct, dans des vidéos comme, vous savez, ils utilisent l'égrégore mondial et ils connaissent la puissance du mental des gens et le fait que, en réalité, si les gens avaient conscience que ce sont leurs pensées et leurs actions qui créent le monde dans lequel on est, voilà, en quelque sorte, ce que ce paragraphe veut dire, c'est que c'est nous qui allons décider de la suite. Ça paraît simple et compliqué en même temps, mais c'est entièrement notre responsabilité à tous. Notre cerveau nous fait penser en termes linéaires, mais le monde qui nous entoure est non linéaire, c'est-à-dire complexe, capable de s'adapter, rapide et ambigu. La réinitialisation macro aura lieu dans le contexte des trois forces séculaires dominantes qui façonnent notre monde actuel, l'interdépendance, la vitesse et la complexité. Ce trio exerce sa force à un degré plus ou moins grand sur nous tous, qui que nous soyons, où que nous soyons. Puisque nous sommes maintenant dans le même bateau, l'humanité doit prendre soin du bateau mondial dans son ensemble. Les risques technologiques qui se transforment en risques sociétaux, comme la question du traçage de la pandémie sur les téléphones portables, source de réactions brutales au sein de la société. Donc petite parenthèse, là ce petit paragraphe pour dire qu'ils ont conscience de nos réactions brutales au sein de la société. Et la vision qu'a Klaus Schwab de tout ça, c'est plutôt une analyse neutre de la réaction des gens, et souvent d'ailleurs, enfin la façon dont il le présente en tout cas, montre que il comprend les réactions populaires. Donc il ne fait pas forcément partie des dirigeants qui imposent les choses de manière totalitaire. C'est ça que je voulais dire. L'augmentation de la vitesse peut également s'appliquer par l'effet de rareté. À mesure que les sociétés s'enrichissent, le temps devient plus précieux et est donc perçu comme toujours plus rare. Aujourd'hui, tout est passé en mode accéléré. Par conséquent, nous vivons dans une société en temps réel, avec le sentiment tenace que le rythme de la vie ne cesse d'accélérer. Cette nouvelle culture de l'instantanéité, obsédée par la vitesse, se manifeste dans tous les aspects de notre vie, des chaînes d'approvisionnement juste à temps, aux transactions à haute fréquence, du speed dating au fast-food. Il est si répandu que certains experts appellent ce nouveau phénomène la dictature de l'urgence. La croissance exponentielle est si déroutante pour nos fonctions cognitives que nous y faisons souvent face en développant une myopie exponentielle. Petite parenthèse, c'est ce qui explique aussi le déni de réalité de beaucoup de gens, hein, vous savez, autour de nous, qui vous paraissent un petit peu, vous savez, comme des zombies, etc. Ils parlent de ça, là. Hein, c'est le déni chez beaucoup de gens se met en place quand les choses sont déroutantes au niveau de la société. C'est un mécanisme naturel. Les choses ont tendance à changer progressivement au début, puis d'un seul coup. Attendez-vous à la même chose pour la réinitialisation macro. La non-linéarité est une caractéristique clé de la complexité, car elle signifie que le changement d'un seul élément au sein d'un système peut avoir un effet surprenant et disproportionné ailleurs. L'endiguement de la pandémie de coronavirus nécessitera un réseau de surveillance mondial capable d'identifier les nouveaux foyers dès leur apparition, des laboratoires en de multiples endroits du monde pouvant rapidement analyser les nouvelles souches virales et mettre au point des traitements efficaces, de grandes infrastructures informatiques pour que les communautés puissent se préparer et réagir efficacement, des mécanismes politiques appropriés et coordonnés pour mettre en œuvre efficacement les décisions une fois prises, etc. Le point fondamental ici est le suivant. La complexité crée des limites à notre connaissance et à notre compréhension des choses.
Il se pourrait donc que la complexité croissante d'aujourd'hui dépasse littéralement les capacités des hommes politiques en particulier, et des décideurs en général, à prendre des décisions en connaissance de cause. Un physicien théoricien devenu chef d'État, le président de la République d'Arménie, Armen Sarkissian, a soulevé ce point lorsqu'il a inventé l'expression « politique quantique », décrivant comment le monde classique de la physique post-newtonienne, linéaire, prévisible et même déterministe dans une certaine mesure, avait cédé la place au monde quantique, fortement interconnecté et incertain, incroyablement complexe et également changeant selon la position de l'observateur. Cette expression rappelle la physique quantique qui explique comment tout fonctionne et est la meilleure description que nous ayons de la nature et des particules qui composent la matière et des forces avec lesquelles elles interagissent. La pandémie de Covid-19 a mis à nu ce monde quantique. Alors très intéressant ce paragraphe puisque elle donne une vision ésotérique de la géopolitique mondiale. Je vous avais parlé d'Ervin Laszlo dans une vidéo en vous disant que lui, j'étais tombé sur lui par un de ses ouvrages. C'est un gros poisson des coulisses mondiales et ce sont tous des gens qui sont en relation avec les Nations Unies et une certaine sorte de mouvement qu'on pourrait appeler New Age. Schwab parle de ce monde quantique qui a été mis à nu. Eh bien, Ervin Laszlo a écrit des ouvrages très intéressants sur des ouvrages comme La science et le champ akashique, une théorie intégrale du tout. Voilà des ouvrages en fait qui présentent le monde comme interconnecté par un champ physique, qui parle aussi d'une certaine forme de théorie des cordes. Donc ce discours est assez répandu dans ces élites des coulisses mondiales. Ils ont conscience et ils savent peut-être plus que la moyenne des gens que tout est interconnecté dans le monde. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils connaissent aussi la puissance de nos pensées et des égrégores de pensée. Voilà. Un petit peu plus loin. En 1665, lorsqu'en l'espace de 18 mois, la dernière peste bubonique a éradiqué un quart de la population de Londres, Daniel Defoe a écrit dans Journal de l'année de la peste, publié en 1722, « Tous les métiers étaient arrêtés, l'emploi a cessé. Le travail des pauvres et par là même le pain furent coupés. Et au début, en effet, les cris des pauvres furent des plus lamentables à entendre. Des milliers d'entre eux restèrent à Londres jusqu'à ce que le désespoir les chasse et que la mort les prenne sur la route. Ils ne servirent à rien d'autre qu'à porter le message de la mort. » Le livre de Defoe est rempli d'histoires comparables à la situation actuelle, nous racontant comment les riches s'enfuyaient vers la campagne, emportant la mort avec eux, et observant comment les pauvres étaient beaucoup plus exposés à l'épidémie, en décrivant comment les charlatans et les escrocs vendaient de faux remèdes. L'économie doit-elle mourir pour pouvoir revenir à la réalité, à la vie en bonne santé? Oui, ont répondu les gardiens de la santé publique. Les guerres déclenchent des taux d'intérêt réels plus élevés, ce qui explique une plus grande activité économique, tandis que les pandémies déclenchent des taux réels plus faibles, à l'origine d'une activité économique ralentie. De plus, les consommateurs ont tendance à réagir au choc en augmentant leur épargne, soit par souci de précaution, soit simplement pour remplacer la richesse perdue pendant l'épidémie. Du côté du travail, des gains seront générés au détriment du capital, car les salaires réels ont tendance à augmenter après les pandémies. Dès la peste noire qui a ravagé l'Europe de 1347 à 1351 et supprimé 40% de la population européenne en quelques années, les travailleurs ont découvert pour la première fois de leur vie qu'ils avaient le pouvoir de changer les choses. À peine un an après la fin de l'épidémie, les travailleurs du textile de Saint-Omer, une petite ville du nord de la France, ont demandé et obtenu des augmentations de salaires successives. 2 ans plus tard, de nombreuses guildes de travailleurs ont négocié des horaires plus courts et des salaires plus élevés, parfois jusqu'à 1/3 de plus que ce qu'ils gagnaient avant la peste. Des exemples similaires mais moins extrêmes d'autres pandémies conduisent à la même conclusion, le travail gagne en puissance au détriment du capital. Mais un tel scénario risque désormais d'être radicalement modifié par l'essor de l'automatisation, question sur laquelle nous reviendrons dans la section 1.6. Contrairement aux précédentes pandémies, il est peu certain que la crise de Covid-19 fera pencher la balance en faveur du travail et au détriment du capital. Pour des raisons politiques et sociales, cela pourrait être le cas, mais la technologie a changé la donne.
Si on laisse de côté la question éthique non négligeable de savoir si sacrifier quelques vies pour sauver l'économie est ou non une proposition sociale darwinienne, décider de ne pas sauver de vie n'améliorera pas le bien-être économique. Les opinions des consommateurs étant le véritable moteur des économies, le retour à la normale ne se fera que lorsque la confiance aura été retrouvée et non avant. La perception de la sécurité par les individus détermine les décisions des consommateurs et des entreprises, ce qui signifie que l'amélioration économique durable dépend de deux choses. La confiance dans le fait que la pandémie est derrière nous, sans laquelle les gens ne consommeront pas et n'investiront pas, et la preuve que le virus est vaincu au niveau mondial, sans laquelle les gens ne pourront pas se sentir en sécurité, d'abord localement et plus loin par la suite. Donc ce paragraphe nous explique que c'est surtout la perception que le public a de la fin ou non de cette pandémie qui aura une importance. D'où le fait qu'on nous brandisse le vaccin, mais qu'on nous dise évidemment, parce que ce serait anticonstitutionnel dans plein de pays, que le vaccin reste non obligatoire. Voilà, donc on sent bien que c'est pour marquer le coup. Ils ont besoin d'avoir l'assentiment, l'aval du peuple, et il faut marquer le coup, il faut que les gens aient l'impression que c'est terminé. Voilà, c'est en gros un petit peu ça ce que nous dit ce paragraphe. Du côté de la demande, l'argument se résume au déterminant le plus basique et pourtant fondamental de l'activité économique, les opinions. Les opinions des consommateurs étant le véritable moteur des économies, le retour à la normale, entre guillemets, ne se fera que lorsque la confiance aura été retrouvée et non avant. La perception de la sécurité par les individus détermine les décisions des consommateurs et des entreprises, ce qui signifie que l'amélioration économique durable dépend de deux choses, la confiance dans le fait que la pandémie est derrière nous, sans laquelle les gens ne consommeront pas et n'investiront pas, et la preuve que le virus est vaincu au niveau mondial, sans laquelle les gens ne pourront pas se sentir en sécurité, d'abord localement et plus loin par la suite. La conclusion logique de ces deux points est la suivante. Les gouvernements doivent faire tout ce qu'il faut et dépenser ce qu'il en coûte dans l'intérêt de notre santé et de notre richesse collective pour que l'économie se rétablisse de façon durable. Comme l'affirme une économiste et un spécialiste de la santé publique, je cite, « Sauver des vies sera la seule façon de sauver les moyens de subsistance », précisant que seules les mesures politiques qui placent la santé des personnes au cœur de leurs préoccupations permettront une reprise économique, et ajoutant « Si les gouvernements ne parviennent pas à sauver des vies, les gens qui auront peur du virus ne reprendront pas leurs achats, leurs voyages ou leurs sorties au restaurant. Cela entravera la reprise économique avec ou sans confinement. » Dès que les gens ont commencé à s'inquiéter de la pandémie, ils ont en effet commencé à fermer l'économie, avant même que le gouvernement ne leur ait officiellement demandé de le faire. Un phénomène similaire s'est produit après que certains États américains ont décidé de rouvrir partiellement. La consommation est restée modérée. Cela prouve que la vie économique ne peut être déclenchée par décret, mais cela illustre également la situation difficile que la plupart des décideurs ont connue lorsqu'ils ont dû décider de rouvrir ou non. Le choc que la pandémie a infligé à l'économie mondiale a été plus grave et s'est produit beaucoup plus rapidement que tout autre événement dans l'histoire économique. Même pendant la Grande Dépression au début des années 30 et la crise financière mondiale de 2008, il a fallu plusieurs années pour que le PIB diminue de 10% ou plus et que le chômage dépasse 10%. Avec la pandémie, des résultats macroéconomiques catastrophiques, en particulier l'explosion des niveaux de chômage et la chute de la croissance du PIB, se sont produits en mars 2020 en l'espace de 3 semaines à peine. Le Covid-19 a provoqué une crise de l'offre et de la demande qui a conduit à la plus forte chute de l'économie mondiale enregistrée en plus de 100 ans. Chaque nation essayant d'évoluer vers certaines formes d'autosuffisance et une réduction de la production nationale et mondiale. Plusieurs mois après le début de la pandémie, il semble que même un semblant de retour au statu quo pour la plupart des entreprises de services soit inconcevable tant que la Covid-19 reste une menace pour notre santé. Cela suggère à son tour qu'un retour complet à la normale ne peut être envisagé avant qu'un vaccin soit disponible. Quand cela pourra-t-il être le cas ? Selon la plupart des experts, il faudrait attendre le premier trimestre 2021 au plus tôt. À la mi-juin 2020, plus de 135 essais étaient déjà en cours, progressant à un rythme remarquable si on considère que dans le passé, il fallait jusqu'à 10 ans pour mettre au point un vaccin, 5 dans le cas du virus Ebola. Cela ne relève donc pas de la science, mais de la production. Le véritable défi est la fabrication de milliards de doses qui nécessitera une expansion et un détournement massif des capacités existantes.
Le prochain obstacle est le défi politique consistant à vacciner suffisamment de personnes dans le monde. Collectivement, nous sommes aussi forts que le maillon le plus faible, avec un taux de conformité suffisamment élevé malgré la montée des anti-vaccins. Donc ce paragraphe nous explique, pourrait nous expliquer pourquoi il est vrai que ça paraît très louche que tout d'un coup on nous ait préparé des vaccins en un an et demi. Une des explications, au-delà du fait qu'il est possible qu'ils aient déposé des brevets il y a plusieurs années en ayant prévu toute cette pandémie, comme on l'a déjà dit, mais il y a aussi la possibilité, pour que, comme ils le disent, avec une organisation mondiale et une chaîne de production organisée au niveau mondial, et surtout la coordination de différents services dans le monde, même si dans beaucoup de pays tout ça a été un couac, il est possible que c'est ça qui ait considérablement réduit la durée de production et de mise au point d'un vaccin. Même, voilà, j'y crois à moitié, mais ce serait une explication possible. Les entreprises de secteurs aussi variés que le voyage, l'hôtellerie, le commerce de détail ou les sports et événements seront confrontés au triple coup dur suivant. 1. Moins de clients, qui réagiront à l'incertitude en devenant plus prudents. 2. Ceux qui consomment dépenseront moins en moyenne, à cause de l'épargne de précaution. Et 3. Les coûts de transaction seront plus élevés. Servir un client coûtera plus cher en raison de la distanciation sociale et des mesures sanitaires. Selon l'OCDE, l'impact annuel immédiat d'une économie mise sur pause pourrait être une réduction du PIB dans les pays du G7 de 20 à 30%. Le président de la Réserve fédérale des États-Unis, Jerome J. Powell, a avoué « Cette chute précipitée de l'activité économique a provoqué un degré de douleur difficile à exprimer, car des vies sont bouleversées et l'incertitude quant à l'avenir est profonde. » En 2 mois seulement, en mars et avril 2020, plus de 36 millions d'Américains ont perdu leur emploi, annulant ainsi 10 années de croissance de l'emploi. Le niveau de chômage mondial dépendra en fin de compte de l'ampleur de l'effondrement de l'activité économique, mais il est évident qu'il avoisinera ou dépassera des niveaux à 2 chiffres dans le monde entier. Aux États-Unis, le soutien du gouvernement jusqu'à présent, en juin 2020, a été plus important qu'en Europe, mais d'une nature fondamentalement différente. Il fournit une aide aux revenus à ceux qui ont perdu leur emploi, avec pour conséquence que les personnes licenciées sont parfois mieux loties que lorsqu'elles occupaient un emploi à temps plein avant la crise. En Europe, en revanche, les gouvernements ont décidé de soutenir directement les entreprises qui ont officiellement conservé leurs employés à leur poste d'origine, même lorsqu'ils ne travaillaient plus à temps plein ou ne travaillaient pas du tout. En Allemagne, le régime de chômage partiel, appelé Kurzarbeit, un modèle imité ailleurs, a remplacé jusqu'à 60% du salaire de 10 millions de salariés qui auraient autrement perdu leur emploi, tandis qu'en France, un régime similaire a également aidé le même nombre de travailleurs en leur fournissant jusqu'à 80% de leur salaire précédent. De nombreux autres pays européens ont proposé des solutions similaires sans lesquelles les licenciements auraient été beaucoup plus conséquents. Dans de nombreux pays européens, si les entreprises peuvent prouver que leurs problèmes de liquidité ont été causés par la pandémie, elles ne seront pas obligées de déposer le bilan avant un certain temps, jusqu'en mars 2021 dans certains pays. 2 catégories de personnes seront confrontées à une situation de l'emploi particulièrement sombre. Les jeunes qui entrent pour la première fois sur un marché du travail dévasté par la pandémie et les travailleurs susceptibles d'être remplacés par des robots. Il s'agit de questions fondamentales à la croisée de l'économie, de la société et de la technologie qui ont des implications déterminantes pour l'avenir du travail. L'automatisation en particulier sera une grave source de préoccupation. Donc, petite parenthèse, là on voit bien quand même que Klaus Schwab, il n'est pas là juste à pousser l'automatisation et le transhumanisme, contrairement à d'autres abrutis, je sais pas, comme, je vais pas citer de nom, hein, mais qui se contentent de vanter uniquement les progrès technologiques sans s'arrêter un instant et analyser les conséquences que ça a. Klaus Schwab, lui au moins, il présente les choses autrement, quoi. L'argument économique selon lequel la technologie exerce toujours un effet économique positif à long terme est bien connu. L'essentiel de ce raisonnement est le suivant: l'automatisation est source de grands changements, mais elle améliore la productivité et augmente la richesse, ce qui entraîne une augmentation de la demande de biens et de services,
et donc de nouveaux types d'emplois pour satisfaire cette demande. En effet, mais que se passe-t-il entre maintenant et le long terme? Voilà, enfin exactement le type de question qu'on peut se poser, et au moins Klaus Schwab a le mérite par rapport à d'autres de les poser vraiment, quoi. Plutôt que de faire semblant que ces questions-là n'existent pas. Selon toute vraisemblance, la récession induite par la pandémie va déclencher une forte augmentation du remplacement de la main-d'œuvre, ce qui signifie que le travail physique sera remplacé par des robots et des machines intelligentes, ce qui à son tour provoquera des changements durables et structurels sur le marché du travail. D'autres logiciels qui peuvent remplacer les tâches normalement effectuées par des employés humains sont rapidement déployés. Ces innovations provoquées par la nécessité, c'est-à-dire les mesures sanitaires, entraîneront bientôt des centaines de milliers et potentiellement des millions de pertes d'emplois. Le processus d'automatisation n'est jamais linéaire. Il a tendance à se dérouler par vagues et souvent en période économique difficile lorsque la baisse des revenus des entreprises rend les coûts de la main-d'œuvre relativement plus élevés. C'est à ce moment que les employeurs remplacent les travailleurs moins qualifiés par l'automatisation afin d'augmenter la productivité du travail. Le marché du travail sera de plus en plus polarisé entre le travail hautement rémunéré et de nombreux emplois qui ont disparu ou qui ne sont pas bien payés et ne sont pas très intéressants. À cause de l'automatisation, il sera beaucoup plus difficile de prendre part à l'escalade de la croissance économique. Il est facile de céder à un pessimisme excessif car il nous est beaucoup plus facile à nous les humains de visualiser ce qui disparaît que ce qui vient ensuite. Nous savons et comprenons que les niveaux de chômage sont voués à augmenter à l'échelle mondiale dans un avenir prévisible, mais au cours des prochaines années et décennies, nous pourrions être surpris. Nous avons assisté à une vague d'innovation et de créativité sans précédent, alimentée par de nouvelles méthodes et de nouveaux outils de production. Il pourrait également y avoir une explosion mondiale de centaines de milliers de nouvelles micro-industries qui, espérons-le, emploieront des centaines de millions de personnes. Bien sûr, nous ne pouvons pas savoir ce que l'avenir nous réserve, mais nous savons qu'il dépendra en grande partie de la trajectoire de la croissance économique future. La gravité du choc économique infligé par le coronavirus se confondra avec une tendance à long terme, le déclin de la population dans de nombreux pays et le vieillissement. La démographie est une destinée et un moteur essentiel de la croissance du PIB. Alors petite parenthèse, il y a un fait positif, il y a des choses positives pour moi qui se passent en ce moment. En Italie, ils viennent de ratifier, si j'ai bien compris, le fait de soutenir d'un montant de 250 € chaque mois sur les premières années, toute famille qui fera un enfant. Parce que la population moyenne en Italie est de 45 ans, l'âge moyen, pardon. Donc ils ont décidé de remédier à ça en soutenant un agenda pro-vie, ce qui est bien, puisque pour moi, tout ce qui est empêcher en fait la natalité est un agenda pro-mort. Donc voilà, il y a des choses positives qui se passent. Dans de telles conditions, alors qu'une croissance économique plus faible semble presque certaine, beaucoup de gens peuvent se demander si cette obsession de la croissance est utile, en concluant qu'il n'est pas logique de poursuivre un objectif de croissance de PIB toujours plus élevé. La profonde perturbation causée par la Covid-19 à l'échelle mondiale a offert aux sociétés une pause forcée pour réfléchir à ce qui a vraiment de la valeur. Je vais relire cette phrase. La profonde perturbation causée par la Covid-19 à l'échelle mondiale a offert aux sociétés une pause forcée pour réfléchir à ce qui a vraiment de la valeur. Cela soulève deux questions. 1. Quelle devrait être la nouvelle boussole de suivi des progrès? Et 2. Quels seront les nouveaux moteurs d'une économie inclusive et durable? En ce qui concerne la première question, le changement de cap nécessitera un changement de mentalité des dirigeants mondiaux afin de mettre davantage l'accent et la priorité sur le bien-être de tous les citoyens et de la planète. Alors vous voyez, entre parenthèses, ça fait partie des choses positives que je retiens de l'ouvrage, quoi. Il s'agit a priori pas de gens qui veulent mettre en place un État totalitaire. Le changement de cap nécessitera un changement de mentalité des dirigeants mondiaux afin de mettre davantage l'accent et la priorité sur le bien-être de tous les citoyens. Alors, vous allez me dire c'est facile à dire, mais je trouve ça rassurant que quelqu'un qui ait quand même été comité directeur de Bilderberg, etc., ait ce genre de discours, parce que je pense pas qu'il maquille son esprit à tel point qu'il dit le contraire de ce qu'il pense, quoi. Enfin, je veux dire...
Donc voilà, ça fait partie des choses rassurantes qui sont dans l'ouvrage. La dépendance excessive des décideurs politiques à l'égard du PIB comme indicateur de la prospérité économique a conduit à l'épuisement actuel des ressources naturelles et sociales. Les inégalités de revenus étant plus marquées que jamais dans de nombreux pays et les développements technologiques accentuant la polarisation, le PIB total ou des moyennes telles que le PIB par habitant remplissent de moins en moins le rôle d'indicateur de la qualité de vie des individus. L'inégalité des richesses occupe une place importante dans la dynamique des inégalités actuelles et devrait faire l'objet d'un suivi plus systématique. Donc petite parenthèse, on a bien cette volonté de se défaire du capitalisme intégral dans lequel on était. Vous voyez, c'est là où il faut d'ailleurs faire attention à pas installer un nouveau type de communisme, etc. Mais il y a plutôt un modèle de société qui serait plus axé vers l'humanisme ou l'individu. L'augmentation du PIB ne garantit pas l'amélioration du niveau de vie et du bien-être social. Plusieurs institutions et organisations allant des villes à la Commission européenne réfléchissent à des options qui permettraient de soutenir l'activité économique future à un niveau correspondant à la satisfaction de nos besoins matériels, tout en respectant les limites de notre planète. Le minimum dont nous avons besoin pour mener une vie agréable, comme l'énoncent les objectifs de développement durable des Nations Unies, et le cercle extérieur, le plafond écologique défini par les spécialistes du système terrestre, qui met en évidence les limites à ne pas franchir par l'activité humaine pour éviter un impact négatif sur le climat, les sols, les océans, la couche d'ozone, l'eau douce et la biodiversité. L'augmentation du PIB ne garantit pas l'amélioration du niveau de vie et du bien-être social. Plusieurs institutions et organisations allant des villes à la Commission européenne réfléchissent à des options qui permettraient de soutenir l'activité économique future à un niveau correspondant à la satisfaction de nos besoins matériels, tout en respectant les limites de notre planète. Nous ne savons pas encore si la tyrannie de la croissance du PIB prendra fin, mais différents signaux suggèrent que la pandémie pourrait accélérer les changements dans bon nombre de nos normes sociales bien ancrées. Si nous reconnaissons collectivement qu'au-delà d'un certain niveau de richesse défini par le PIB par habitant, le bonheur dépend davantage de facteurs immatériels tels que l'accessibilité aux soins de santé et un tissu social solide que de la consommation matérielle, alors des valeurs aussi diverses que le respect de l'environnement, l'alimentation responsable, l'empathie ou la générosité peuvent gagner du terrain et caractériser progressivement les nouvelles normes sociales. Dans les économies à revenus élevés, la croissance de la productivité n'a cessé de décliner depuis les années 1970, et certains soutiennent qu'il n'existe actuellement aucune piste politique claire capable de relancer la croissance à long terme. Alors petite parenthèse, là il nous est dit entre les lignes que, ça nous confirme bien qu'il y a une décroissance décidée depuis 1973, depuis le début des années 70. D'ailleurs il y avait eu des rapports écrits dans ce sens. C'est dit de façon discrète, quoi. La croissance qui s'est effectivement matérialisée a par ailleurs bénéficié de manière disproportionnée aux personnes situées au sommet de la distribution des revenus. Une approche plus efficace pourrait consister pour les décideurs politiques à cibler plus directement les interventions visant à améliorer le bien-être. L'économie verte couvre un éventail de possibilités allant d'une énergie plus propre à l'écotourisme en passant par l'économie circulaire. Par exemple, le passage de l'approche Take, Make, Dispose, prendre, créer, jeter, de la production et de la consommation, à un modèle réparateur et régénérateur par nature, peut préserver les ressources et minimiser les déchets en réutilisant un produit lorsqu'il atteint la fin de sa vie utile, créant ainsi une valeur supplémentaire capable à son tour de générer des avantages économiques en contribuant à l'innovation, à la création d'emplois et en fin de compte à la croissance. Les entreprises et les stratégies qui privilégient les produits réparables ayant une durée de vie plus longue, des téléphones et des voitures à la mode, qui proposent même des réparations gratuites comme les vêtements d'extérieur Patagonia et les plateformes d'échange de produits usagés, sont toutes en pleine expansion. Certains ont appelé à la décroissance un mouvement qui embrasse une croissance zéro ou même négative du PIB et qui gagne du terrain, au moins dans les pays les plus riches.
À mesure que la critique de la croissance économique prendra de l'ampleur, la domination financière et culturelle du consumérisme dans la vie publique et privée sera remise en question. On le voit bien dans l'activisme en faveur d'une décroissance menée par les consommateurs dans certains segments de niche. Cependant, il faut faire attention à ce que la poursuite de la décroissance ne manque pas de but précis. Croissance. Les pays les plus tournés vers l'avenir et leur gouvernement privilégieront plutôt une approche plus inclusive et durable de la gestion et de la mesure de leurs économies, une approche qui favorise également la croissance de l'emploi, l'amélioration du niveau de vie et la sauvegarde de la planète. La technologie permettant de faire plus avec moins existe déjà. Il n'y aura pas de compromis fondamental entre les facteurs économiques, sociaux et environnementaux si nous adoptons cette approche plus holistique et à long terme pour définir les progrès et encourager les investissements dans les marchés frontières écologiques et sociaux. La réponse des politiques fiscales et monétaires à la pandémie a été décisive, massive et rapide. Dans les pays d'importance systémique, les banques centrales ont décidé presque immédiatement après le début de l'épidémie de réduire les taux d'intérêt tout en lançant de vastes programmes d'assouplissement quantitatif, s'engageant à imprimer l'argent nécessaire pour maintenir les coûts des emprunts publics à un faible niveau. La Réserve fédérale des États-Unis s'est engagée à acheter des obligations du Trésor et des titres adossés aux créances hypothécaires d'agences, tandis que la Banque centrale européenne a promis d'acheter tout instrument que les gouvernements émettraient, une initiative qui a permis de réduire l'écart des coûts d'emprunt entre les membres les plus faibles et les plus forts de la zone euro. Ces mesures entraîneront des déficits budgétaires très importants, avec une augmentation probable des ratios dette-PIB de 30% du PIB dans les économies riches. Au niveau mondial, la relance globale par les dépenses publiques dépassera probablement 20% du PIB mondial en 2020. Ces mesures entraîneront des déficits budgétaires très importants, avec une augmentation probable des ratios dette-PIB de 30% du PIB dans les économies riches. Au niveau mondial, la relance globale par les dépenses publiques dépassera probablement 20% du PIB mondial en 2020, avec des variations importantes d'un pays à l'autre, allant de 33% en Allemagne à plus de 12% aux États-Unis. Cette expansion des capacités fiscales a des implications radicalement différentes en fonction du statut avancé ou émergent du pays concerné. Les pays à revenus élevés disposent d'une plus grande marge de manœuvre budgétaire parce qu'un niveau d'endettement plus élevé devrait s'avérer supportable et entraîner un niveau de coût du bien-être viable pour les générations futures, et ce pour deux raisons. 1. L'engagement des banques centrales à acheter le montant d'obligations nécessaires pour maintenir des taux d'intérêt bas, et 2. La certitude que les taux d'intérêt resteront probablement bas dans un avenir proche, car l'incertitude continuera à entraver l'investissement privé et justifiera des niveaux élevés d'épargne de précaution. En revanche, les situations ne pourraient pas être plus sombres dans les économies émergentes et en développement. La plupart d'entre eux n'ont pas la souplesse budgétaire nécessaire pour réagir au choc de la pandémie. Ils souffrent déjà d'importantes sorties de capitaux et d'une chute des prix des matières premières, ce qui signifie que leur taux de change sera écrasé s'ils décident de lancer des politiques budgétaires expansionnistes. Dans ces circonstances, une aide sous forme de dons et d'allègement de la dette et éventuellement un moratoire pur et simple sera non seulement nécessaire mais aussi essentiel. Alors, petite parenthèse, donc là, si ce qui nous est dit est que un allègement, voire un effacement de la dette sera proposé pour les pays en développement, si c'est ça ce qui est dit, ça fait partie du genre de mesure que je trouve pas très juste. D'une part parce que ça n'oblige jamais les pays en développement à se débrouiller par eux-mêmes. C'est toujours une forme quand même de néocolonialisme. Et puis, en plus, c'est pas très juste que nous, on continue à payer davantage d'impôts et à payer la dette pour effacer la dette d'autres pays. Enfin, c'est pas très très juste, même si on est considéré comme plus riche entre guillemets, mais bon. Tous ces changements modifient les règles du jeu de la politique économique et monétaire. La barrière artificielle qui rend les autorités monétaires et fiscales indépendantes les unes des autres a maintenant été démantelée, les banquiers centraux devenant dans une certaine mesure tributaires des politiciens élus. De même, le précepte selon lequel le gouvernement peut intervenir pour préserver les emplois ou les revenus des travailleurs et protéger les entreprises de la faillite pourrait subsister après la fin de ces politiques.
Il est probable que les pressions publiques et politiques en faveur du maintien de ces régimes persisteront, même lorsque la situation s'améliorera. C'est là qu'interviennent la théorie monétaire moderne, MMT, et l'hélicoptère-monnaie. Avec des taux d'intérêt qui tournent autour de zéro, les banques centrales ne peuvent pas stimuler l'économie en utilisant les outils monétaires classiques, à savoir une réduction des taux d'intérêt, à moins qu'elles ne décident d'opter pour des taux d'intérêt profondément négatifs, un choix problématique auquel la plupart des banques centrales s'opposent. La stimulation doit donc provenir d'une augmentation des déficits budgétaires, ce qui signifie que les dépenses publiques augmenteront tandis que les recettes fiscales diminueront. En termes très simples, et dans ce cas simpliste, la MMT fonctionne ainsi, les gouvernements émettront une partie de la dette que la Banque centrale achètera. Si elle ne se revend jamais, elle équivaudra à un financement monétaire. Le déficit est monétisé par la Banque centrale qui achète les obligations que le gouvernement émet, et le gouvernement peut utiliser l'argent comme bon lui semble. Il peut par exemple l'envoyer aux personnes dans le besoin depuis des hélicoptères métaphoriques. L'idée est séduisante et réalisable, mais s'accompagne d'un problème majeur d'attente sociale et de contrôle politique. Une fois que les citoyens auront réalisé que l'argent peut se retrouver sur un arbre à argent magique, les politiciens élus seront soumis à une pression publique féroce et implacable pour en créer toujours plus, et c'est alors que la question de l'inflation se posera. Il n'y a pas de limite nominale à la quantité de monnaie qu'une banque centrale peut créer, mais il existe des limites raisonnables à la quantité à créer pour favoriser la relance sans risquer une inflation trop importante. L'augmentation du PIB nominal qui en résultera sera répartie entre un effet de production réelle et un effet d'augmentation du niveau des prix. Cet équilibre et sa nature inflationniste dépendront du degré de rigueur des contraintes de l'offre, donc en fin de compte, de la quantité d'argent créé. Les banquiers centraux peuvent décider qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une inflation de 2 ou 3%, ni même de 4 à 5%, mais ils devront définir une limite supérieure à partir de laquelle l'inflation devient perturbatrice et constitue une réelle préoccupation. Le défi consistera à déterminer à quel niveau l'inflation devient corrosive et source de préoccupation obsessionnelle pour les consommateurs. Ceux qui s'inquiètent de l'inflation observent l'augmentation conséquente des bilans des banques centrales et des déficits budgétaires et se demandent comment celle-ci ne conduira pas un jour à l'inflation peut-être élevée, voire à l'hyperinflation. À l'heure actuelle, il est difficile d'imaginer comment l'inflation pourrait reprendre de sitôt. Le repositionnement des activités de production pourrait générer des épisodes d'inflation occasionnelle, mais ces derniers devraient rester limités. La combinaison de tendances structurelles puissantes à long terme, comme le vieillissement et la technologie, tous deux déflationnistes par nature, et d'un taux de chômage exceptionnellement élevé qui limitera les augmentations de salaire pendant des années, exerce une forte pression à la baisse sur l'inflation. En cette période post-pandémique, une forte demande des consommateurs est peu probable. La douleur infligée par le chômage généralisé, la baisse des revenus d'une grande partie de la population et l'incertitude quant à l'avenir sont autant de facteurs susceptibles d'entraîner une augmentation de l'épargne de précaution. Dans les années à venir, les pays à revenus élevés pourraient bien être confrontés à une situation similaire à celle du Japon au cours des dernières décennies. Une demande structurellement faible, une inflation très faible et des taux d'intérêt très bas. L'éventuelle japonisation du monde riche est souvent décrite comme une combinaison désespérée d'absence de croissance et d'inflation et de niveaux d'endettement insupportables. C'est une erreur. Lorsqu'on ajuste les données en fonction de la démographie, le Japon fait mieux que la plupart des autres pays. Son PIB par habitant est élevé et croissant, et depuis 2007, son PIB réel par membre de la population en âge de travailler a augmenté plus rapidement que dans tout autre pays du G7. Bien sûr, il y a de nombreuses raisons idiosyncratiques à cela, un niveau très élevé de capital social et de confiance dans la société, mais aussi une croissance de la productivité du travail supérieure à la moyenne et une absorption réussie des travailleurs âgés dans la population active. Mais cela montre qu'une diminution de la population ne conduit pas nécessairement à l'oubli économique. Les niveaux de vie élevés et les indicateurs de bien-être du Japon offrent une leçon salutaire, il y a de l'espoir face aux difficultés économiques. Le fait que tant de pays et d'institutions étrangères souhaitent détenir des dollars comme réserve de valeur et comme instrument de change pour le commerce a ancré son statut de monnaie de réserve mondiale. Cela a permis aux États-Unis d'emprunter à bon marché à l'étranger et de bénéficier de taux d'intérêt bas sur le territoire national, ce qui a permis aux Américains de consommer au-delà de leurs moyens.
Depuis un certain temps, certains analystes et décideurs politiques envisagent une fin possible et progressive de la domination du dollar. Ils pensent désormais que la pandémie pourrait être le catalyseur qui leur donne raison. Leur argument est double et concerne les deux aspects de la problématique de confiance. Juste avant la pandémie, les dépenses de défense des États-Unis, plus les intérêts de la dette fédérale, plus les paiements annuels de droits, Medicare, Medicaid et la sécurité sociale, représentaient 112% des recettes fiscales fédérales, contre 95% en 2017. Cette voie non viable s'aggravera dans l'ère post-pandémique, post-renflouement. Selon cet argument, quelque chose de majeur devra donc changer, soit par un rôle géopolitique beaucoup plus réduit, soit par une fiscalité plus élevée, ou les deux. Autrement, le déficit croissant atteindra un seuil au-delà duquel les investisseurs venant d'autres pays que les États-Unis ne seront pas disposés à le financer. Après tout, le statut de monnaie de réserve ne peut pas persister une fois perdue la confiance étrangère dans la capacité du détenteur à honorer ses paiements. Il est également vrai que de nombreux pays voudraient contester la domination mondiale du dollar. À court terme, il n'existe pas d'alternative. Le renminbi chinois, RMB, pourrait être une option, mais pas avant que les contrôles stricts des capitaux soient éliminés et que le RMB se transforme en une monnaie déterminée par le marché, ce qui ne devrait pas arriver dans un avenir proche. Il en va de même pour l'euro. Il pourrait constituer une option, mais pas avant que les doutes sur une éventuelle implosion de la zone euro ne se dissipent définitivement, ce qui une fois encore est une perspective peu probable dans les prochaines années. Quant à une monnaie virtuelle mondiale, il n'y en a pas encore en vue, mais il existe des tentatives de lancement de monnaie numérique nationale susceptibles à terme de détrôner la suprématie du dollar américain. Dans tous ces pays, la crise de la Covid pourrait bien mettre fin au processus de convergence progressive qui était censé rapprocher les pays très développés et les pays émergents ou en développement. Il en résultera une augmentation des risques sociétaux et géopolitiques, un rappel brutal de la mesure dans laquelle les risques économiques se recoupent avec les questions sociétales et géopolitiques. Le bouleversement sociétal déclenché par la Covid-19 durera des années, voire des générations. L'impact le plus immédiat et le plus visible est que de nombreux gouvernements seront pris à partie, avec beaucoup de colère dirigée contre les décideurs politiques et les personnalités politiques, dont les réponses à la gestion de la Covid-19 ont semblé inappropriées ou mal préparées. Comme l'a observé Henry Kissinger, je cite, « La cohésion et la prospérité des nations reposent sur la conviction que leurs institutions peuvent prévoir les catastrophes, endiguer leurs effets et restaurer la stabilité. Lorsque la pandémie de Covid-19 sera passée, les institutions de nombreux pays donneront l'impression d'avoir échoué. » Alors, petite parenthèse, ce genre de phrase sert un petit peu l'agenda séculaire des Illuminés de Bavière d'abattre tous les gouvernements. Puisque, en réalité, on met à nu l'incapacité des gouvernements à faire face, et peut-être qu'on encourage cette incapacité, et ensuite certains en profitent pour les pointer du doigt et dire, vous voyez, les gouvernements sont pas... Enfin, les institutions telles qu'elles sont ne sont plus efficaces. Vous voyez ? Donc, nous amener peut-être à comprendre que faut peut-être les supprimer pour une gouvernance plus mondiale. Enfin, je ne sais pas. Dans quelle mesure la réponse de différentes nations révèle-t-elle certaines forces et faiblesses internes de sociétés ou de systèmes de gouvernance spécifiques ? Certains pays, tels que Singapour, la Corée du Sud et le Danemark, entre autres, semblent s'en sortir plutôt mieux et certainement bien mieux que la plupart. Avant tout, l'ère post-pandémique inaugurera une période de redistribution massive des richesses, des riches vers les pauvres et du capital vers le travail. Oui, vous avez bien entendu, je répète. Avant tout, l'ère post-pandémique inaugurera une période de redistribution massive des richesses, des riches vers les pauvres et du capital vers le travail. Donc, petite parenthèse, ce sera a priori la fin de cette société, en fait, où les plus aisés, les plus soutenus, en fait, étaient des espèces de rentiers, quoi. C'est-à-dire, on hérite de la fortune familiale ou de ceux qui ont construit avant, et puis on produit rien et on est riche quand même. Ça, ce sera la fin de tout ça a priori. Et d'ailleurs, Jacques Attali, il l'avait aussi dit, je vous avais fait une citation de lui dans une précédente vidéo. Ces élites-là sont toutes d'accord pour dire que ça sera le cas. Donc, bon, ça c'est plutôt rassurant, même si on n'en veut pas personnellement aux riches, mais il est temps que les déséquilibres changent, quoi.
Ensuite, la Covid-19 sonnera probablement le glas du néolibéralisme. Donc voilà, ça apporte la réponse à beaucoup d'entre vous qui disaient est-ce que ça accentuera la mondialisation ou pas? Non. Sonnera probablement le glas du néolibéralisme, un corpus d'idées et de politiques que l'on peut librement définir comme privilégiant la concurrence à la solidarité, la destruction créative à l'intervention gouvernementale et la croissance économique au bien-être social. Ces deux forces concomitantes, la redistribution massive d'une part et l'abandon des politiques néolibérales de l'autre, exerceront un impact déterminant sur l'organisation de nos sociétés, allant de la manière dont les inégalités pourraient susciter des troubles sociaux, au rôle croissant des gouvernements, en passant par la redéfinition des contrats sociaux. La métaphore de la Covid-19 en tant que grand niveleur véhicule un cliché sérieusement trompeur sur le coronavirus. C'est en fait tout le contraire. La Covid-19 a exacerbé les conditions préexistantes d'inégalité partout et à chaque fois qu'elle a frappé. En tant que telle, elle n'est pas un niveleur, ni médicalement, ni économiquement, ni socialement, ni psychologiquement. La pandémie est en réalité un grand inégaliseur qui a aggravé les disparités de revenus, de richesses et d'opportunités. Elle a révélé à chacun non seulement le grand nombre de personnes dans le monde économiquement et socialement vulnérables, mais aussi la profondeur et le degré de leur fragilité, un phénomène encore plus répandu dans les pays aux filets de sécurité sociale faibles ou inexistants, ou ceux aux liens familiaux et sociaux fragiles. Cette situation est bien sûr antérieure à la pandémie, mais comme nous l'avons observé pour d'autres problèmes mondiaux, le virus a agi comme un amplificateur nous obligeant à reconnaître et à admettre la gravité des problèmes liés à l'inégalité, autrefois négligée par un trop grand nombre et pendant trop longtemps. Ok, donc petite parenthèse, certains d'entre vous vont se dire « Attends, dans le paragraphe cité un petit peu plus haut, il nous dit que il faudra rééquilibrer les richesses, et ensuite il nous dit le Covid-19 n'a pas été un grand niveleur, il a fait tout le contraire, il a accentué les inégalités. » Alors oui, ça paraît paradoxal, mais en vérité, la stratégie invisible de ces dirigeants de l'humanité est la suivante, à mon avis, c'est vrai qu'ils n'ont pas peur, enfin ils n'ont jamais eu peur des dégâts collatéraux, malheureusement. Ça pour moi c'est un grand regret. Mais en gros, ils utilisent la violence un petit peu de l'anarchie au niveau mondial pour mettre en lumière ce qu'ils souhaitent changer. Et c'est une dynamique intéressante puisque dans le monde, apparemment, il nous faut toujours des changements violents et des électrochocs pour comprendre certaines choses et évoluer. Alors peut-être qu'ils connaissent ce mécanisme et que c'est la raison pour laquelle ils disent, bien que à long terme, on veuille rééquilibrer toutes les richesses, actuellement là, le Covid a agi comme un grand inégalisateur. Mais ça n'est qu'à court ou moyen terme. Et en fait, leur vraie stratégie aurait été de montrer à tout le monde à quel point les inégalités sont flagrantes. C'est-à-dire qu'en fait, on pousse un arbre déjà en mauvaise santé, pour prendre une image, on pousse un arbre en mauvaise santé à la pourriture extrême pour montrer que il n'était pas en bonne santé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, effectivement, on peut toujours se poser la question de mais qui sont ces gens pour se ficher des dégâts collatéraux que tout ça crée? Bah oui, c'est la grande question. Mais apparemment, on a aussi du mal à comprendre, on a du mal à initier certains changements tant qu'on n'a pas vu dans toute son ampleur la misère du monde, quoi. Donc voilà. Alors, ce sera la fin de la lecture de mes notes pour aujourd'hui. J'en ai encore, mais je le ferai peut-être dans une autre partie. Mais vous voyez que c'est un petit peu plus nuancé que ce qu'on peut penser. Il constate plus qu'il ne prévoit, et la vision des choses de ces gens-là est peut-être plus humaniste que ce qu'on semblait croire. Alors, naturellement, attention à ce que ça ne soit pas un piège pour nous endormir, etc. Mais je suis pas de ceux qui croient que il y a tout le temps des pièges partout, etc. Voir le monde et tous les agendas de manière uniquement négative n'est pas plus objectif que de voir le monde entièrement de manière positive. La vérité se situe probablement entre les deux. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.